Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Photo de couverture. Photo de couverture, photographie d'une grande brasserie parisienne, La Coupole, dans le quartier de Montparnasse. Cet établissement, ouvert en 1927, était fréquenté par le tout Paris, dans l'entre-deux-guerres. Il appartient aujourd'hui au groupe Flo. Cliché du groupe Flo, qui a aimablement autorisé sa reproduction pour la couverture de l'ouvrage. Collection Géographie et Culture. Publication du laboratoire Espace Nature et Culture. Fondateur Paul Claval. Directeur Catherine Fournet-Guérin. Comité de rédaction Jean-Louis Chaleard, Louis Dupont, Catherine Fournet-Guérin, Delphine Gramont, Isabelle Lefort, François Taglioni. Série Fondements de la géographie culturelle. Marc Brosseau, des romans géographes. Essai 1996, 246 p. Françoise Perron, Jean Rieucot, La maritimité aujourd'hui, 1996, 236 p. Robert Dulot, Jean-Robert Pitt, Dire, Géographie des odeurs, 1998, 231 p. Fabien Chaumard, Le commerce du livre en France. Entre économie et culture, 1998, 221 p. Joël Bonnemaison, Luc Cambrésis, Laurence Quinty-Bourgeois, Dire, Les territoires de l'identité, 1999, 583 p. 2 tomes. Pernette Grandjean, Dire, Construction identitaire et espace, 2009, 202 p. Série, Histoire et épistémologie de la géographie. Paul Claval, André-Louis Sanguin, Dire, La géographie française à l'époque classique, 1996, 345 p. Jean-François Stazac, Dire, Les discours du géographe, 1997, 284 p. Jean-Pierre Augustin, Vincent Berdoulet, Modernité et tradition au Canada, 1997, 220 p. Vincent Berdoulet, Paul Claval au début de l'urbanisme français, 2001, 256 p. Jean-René Trochet, Philippe Boulanger, Où en est la géographie historique, 2004, 346 p. Thierry Sandroine, Dire, Carnet de terrain. Pratique géographique et aire culturelle, 2008, 243 p. Série Culture et politique. Henri Gucci, André-Louis Sanguin, Dire, Langue régionale et relations transfrontalières en Europe, 1995, 318 p. Georges Prevlakis, Dire, La géographie des diasporas, 1996, 444 p. Emmanuel Sadia, Systèmes électoraux et territorialité en Israël, 1997, 114 p. Anne Gog, Les États africains et leurs musées. La mise en scène de la nation, 1997, 230 p. Paul Claval, André-Louis Sanguin, Dire, Métropolisation et politique, 1997, 316 p. André-Louis Sanguin, Dire, Vivre dans une île. Une géopolitique des insularités, 1997, 390 p. Thomas Lothar-Weiss, Migrant nigérian. La diaspora dans le sud-ouest du Cameroun, 1998, 271 p. Jérôme Monet, Dire, Ville et pouvoir en Amérique, les formes de l'autorité, 1999, 190 p. André-Louis Sanguin, Dire, Mare Nostrum, dynamique et mutation géopolitique de la Méditerranée, 2320 p. Yann Richard, André-Louis Sanguin, Dire, L'Europe de l'Est 15 ans après la chute du mur. Les États baltes à l'ex-Yougoslavie, 2004, 330 p. Hélène Velasco-Graciet, Christian Bouquet, Dire, Tropisme des frontières. Approche pluridisciplinaire. T. 1 2006, 290 p. Regard géopolitique sur les frontières, T. 2 2006, 231 p. François Taglioni, Jean-Marie Théodat, Dire, Coopération et intégration. Perspective panaméricaine, 2008, 275 p. François Moulet, Sabine Duhamel, Dire, Frontières et santé. Genèse et maillage des réseaux transfrontaliers, 2010, 286 p. Amael Cataruzza, Territoire et nationalisme au Monténégro. Les voies de l'indépendance, 2010, 310 p. Delon Malavant, Gaël Descuiré, Éric Meyer, Les communautés tamoules et le conflit sri-lankais, 2011, 214 p. Série Études culturelles et régionales. Béatrice Collignon, Les Inuits.
Ce qu'ils savent du territoire, 1996, 254 p. Thierry Sandroine, à l'ombre de Hong Kong. Le delta de la rivière des Perles, 1997, 313 p. Laurent Vermersch, la ville américaine et ses paysages portuaires, 1998, 206 p. Robert Dulot, habité en pays tamoul, 1999, 300 p. Myriam Ousseolchouch, Ville Blanche, Vie Noire, Le Cap, ville sud-africaine, 1999, 276 p. Federico Fernandez Christlib, Mexico, ville néoclassique. Les espaces et les idées de l'aménagement urbain, 1783 à 1911, 2002, 249 p. Yann Richard, la Biélorussie. Une géographie historique, 2002, 310 p. Jacques-Guy Petit, André-Louis Sanguin, Les fleuves de la France atlantique. Identité, espace, représentation, mémoire, 2003, 221 p. Hors série, Jean-Robert Pitt, André-Louis Sanguin, Dire, Géographie et liberté. Mélange en hommage à Paul Claval, 1999, 758 p. Remerciements. Nos plus vifs remerciements vont à l'Université Paris-Sorbonne, au laboratoire Espace Nature et Culture, UMR 8185, et à l'association GeoFood qui ont encouragé et soutenu cette initiative. Nos remerciements chaleureux vont également à Catherine Fournet-Guérin, directrice de la collection Géographie et Culture, et à Florence Bonneau, cartographe, Université Paris-Sorbonne, pour l'aide précieuse qu'elles nous ont apportée dans la réalisation de cet ouvrage. Nous remercions enfin la mairie du 5e arrondissement de Paris, le groupe Flo, Nespresso et la Semaine du Goût, qui ont été partenaires du colloque international sur les établissements de restauration dans le monde, tenu à la Sorbonne les 12 et 13 octobre 2009, dont cet ouvrage constitue les actes. Vincent Marcillac et Vincent Morigno. Avant-propos. Jean-Robert Pitt. Membre de l'Institut. C'est une belle aventure intellectuelle que de voir une thématique nouvelle entrer dans les préoccupations d'une discipline. Ce fut le cas il y a 2 décennies, pour la géographie des restaurants. Alain Huet-Delan et moi-même étions en 1987 experts auprès du chef de la mission scientifique et technique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Notre collègue historien Jean-Pierre Bardet disposait d'une enveloppe de crédit destinée à promouvoir la recherche en sciences humaines. Il avait eu l'idée de demander aux représentants de chaque discipline d'imaginer un champ scientifique, même restreint, mais inexploré. C'est ainsi que les 2 géographes de son équipe lui ont suggéré la localisation des restaurants et les relations de ceux-ci avec le tissu économique agricole, agroalimentaire, touristique, urbain, culturel. Le sujet pouvait paraître futile, et il a fait gentiment sourire, mais il fut accepté et nous avons lancé à toute la communauté, géographes, historiens, sociologues, anthropologues, un appel d'offres avec la proposition d'un modeste financement. Une trentaine de réponses nous parvint et presque toutes furent acceptées. 2 ans plus tard, un colloque de synthèse fut organisé à la Sorbonne et à l'école hôtelière Jean Drouin. 48 communications y furent prononcées. Les actes furent publiés quelques mois plus tard et furent rapidement épuisés, signe de l'intérêt que ce thème original suscitait. Il est vrai que plus de 100 000 restaurants et cafés-restaurants en France, plusieurs millions voire dizaines de millions de lieux où se nourrir hors de chez soi dans le monde, valent bien un peu d'attention. Les restaurants sont certes utiles en raison de la nécessité de se nourrir à proximité de son lieu de travail, ou lors de déplacements à plus longue distance, qu'ils soient professionnels ou de loisirs. Ils sont aussi des lieux de plaisir et d'étonnement, ce qui ne fait qu'ajouter à leur utilité et à leur nécessité. On voudra bien me pardonner une autocitation tirée de l'introduction des actes du colloque de 1989. Le plaisir est d'ailleurs l'un des thèmes que les sciences humaines auraient intérêt à explorer afin de se renouveler. Pourquoi la mort, le péché, le doute, la peur, l'angoisse, le conflit seraient-ils plus attrayants que le bonheur de vivre ? Non. Le restaurant n'est pas d'abord le lieu d'ostentation de la bourgeoisie ou du snobisme, un maillon d'une cupide filière agroalimentaire qui cherche systématiquement à exploiter la naïveté et l'ignorance du consommateur. Il est parfois cela, c'est vrai, mais il est avant tout un lieu privilégié où s'alimenter est beaucoup plus qu'un acte biologique. Il faut admettre que ces propos sont un peu datés.
La géographie a beaucoup évolué depuis 20 ans, et aujourd'hui le plaisir de vivre fait partie intégrante de son champ, comme de celui de bien d'autres sciences humaines. C'est une heureuse révolution. Les géographes ne se refusent plus rien. Ils s'intéressent à tout et même à n'importe quoi, ce qui les libère de leurs anciens complexes. Plus personne n'ose dire qu'une thématique n'est pas géographique. Comme toute discipline scientifique, nous avons enfin accepté l'idée que la géographie pouvait apporter son éclairage original à toute réalité matérielle ou mentale s'inscrivant quelque part à la surface de la Terre. Modestement, le colloque de 1989 y a contribué. Celui de 2009 montre que l'on a progressé, et que l'art de tenir ou de fréquenter un restaurant est mieux compris. Le fait que des professionnels de la restauration y aient participé est le signe que les géographes ont sauté le pas qui fait si peur à beaucoup de leurs collègues des humanités. Les sciences humaines peuvent rendre service à l'action économique, pour peu qu'elles ne méprisent pas cette dernière. Certains aspects de la géographie des restaurants ont connu des modifications ces dernières années, certaines tendances se sont accélérées. Ce colloque et cet ouvrage sont l'occasion d'y prêter attention. Ainsi en est-il de l'exotisme, thème central dans une analyse spatiale de la restauration. Il y a bien longtemps que la gastronomie a recours à des matières premières, épices, tomates, maïs, pommes de terre, etc., et des recettes, crêpes, pizzas, couscous, etc., venues d'ailleurs, importées ou acclimatées par l'agriculture et les métiers de bouche. La recherche de la surprise et l'émotion qu'elle engendre sont de puissants ressorts du choix du restaurant et de la commande des mets et des boissons. On venait goûter à la cuisine méditerranéenne chez les trois frères provençaux, au Palais Royal à Paris dès la fin du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, les restaurants de sushi sont légion dans le monde entier et la plupart ne sont même pas tenus par des Japonais, mais en France, par exemple, par des Chinois. Le guide Michelin continue à définir les 3 macarons qu'il accorde à certains restaurants d'exception par la phrase rituelle « La table vaut le voyage », ce qui invite les gourmets à traverser la France pour étonner leurs papilles de goût d'ailleurs. Néanmoins, ce qui donne le tournis aujourd'hui, c'est la mode fusion qui pousse certains chefs à faire de leur cuisine un bric-à-brac de souvenirs de voyage, en y ajoutant un peu de kitsch déguisé en petites madeleines, glace au malabar ou à la fraise tagada, sauce au Coca-Cola, etc. Ils jouent également aux petits chimistes, en se lançant dans les expérimentations moléculaires destinées à procurer toujours plus de sensations nouvelles à une certaine clientèle blasée. À ces tendances lourdes, s'oppose la recherche de l'approvisionnement local et la réinterprétation des recettes anciennes, sympathique exercice dans lequel s'est lancé Yannick Aleno, le chef du Meurice à Paris. Les locavores se font plaisir, permettent le maintien voire relancent certaines productions confidentielles et optimisent le bilan carbone de leurs repas. Cela ne fait de mal à personne, et le charme opère autant qu'avec les acrobaties culinaires brouillonnes. En 2009, notre pays a déposé auprès de l'UNESCO un dossier de demande de classement du repas gastronomique des Français, sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. Cette idée a déplu à certains experts, qui jugent que la France possède déjà suffisamment de monuments et de sites mondialement reconnus. Néanmoins, à l'heure où les Français s'interrogent plus ou moins sérieusement sur leur identité, force est de reconnaître que la bonne chère constitue un véritable ciment national. Autour d'une bonne table et de son évocation s'estompent les différences de genre, de milieu social, d'origine régionale, de sensibilité politique. C'est pourquoi l'UNESCO a finalement accédé à la demande française à l'automne 2010. Le restaurant dans sa version européenne, institution inventée en Angleterre mais amplifiée et diffusée par la France, est donc non seulement un lieu de mémoire mais aussi un haut lieu de sociabilité. Il doit faire l'objet d'attention de la part des sciences humaines, singulièrement des géographes. C'est le cas, et ce colloque le montre bien. Il faut remercier Vincent Marcillac et Vincent Morigno de l'avoir organisé avec succès. Introduction. Vincent Marcillac. Université Paris-Sorbonne. Vincent Moriniaux. Université Paris-Sorbonne. Cet ouvrage constitue les actes du colloque international « Les établissements de restauration dans le monde », qui s'est tenu à la Sorbonne les 12 et 13 octobre 2009, organisé conjointement par le laboratoire ENEC, l'UFR de géographie et l'association GeoFood.
Il réunissait les géographes qui mènent des recherches dans le domaine de l'alimentation, notamment dans le cadre de l'UMR 8185 Espace, Nature et Culture. À 20 ans de distance, il s'agissait en effet de faire le point sur l'apport des géographes aux recherches sur les établissements de restauration, depuis le colloque qu'avaient initié Alain Huet-Deland et Jean-Robert Pitt sur le même thème. Il était tentant d'organiser l'ouvrage en grandes zones géographiques, en suivant les demi-journées thématiques du colloque. Nous voyageons en effet de l'Europe au Japon, en passant par les Philippines, l'Inde, les Émirats arabes unis et le Brésil. Mais nous avons décidé d'opter plutôt pour une classification des restaurants, pour faire ressortir, au-delà des spécificités de chaque région du globe, les enjeux communs à certains types d'établissements et tenter de mieux cerner l'objet restaurant dans toutes ses dimensions. Le restaurant est un objet d'étude qui a été peu étudié par les géographes tant en France qu'à l'étranger. C'est une lacune par rapport à d'autres sciences humaines comme l'histoire et la sociologie. Au cours des années 1980, sous l'impulsion du professeur Jean-Robert Pitt, quelques étudiants en géographie et en aménagement ont défriché cette nouvelle thématique. En 1984, le mémoire de maîtrise en aménagement du territoire de Valérie Ortoli, intitulé Répartition des restaurants parisiens et aménagement urbain de la capitale de 1806 à 1984, montre le rapport entre l'évolution de la répartition des restaurants et l'aménagement de la capitale sur 2 siècles. Ce travail a servi de support à une exposition à l'Hôtel de Ville de Paris. En 1988, François Blanchon rédige un mémoire de DEA d'aménagement du territoire qui s'intitule « Étude géographique des restaurants gastronomiques de Paris ». Cet étudiant établit une comparaison entre les guides gastronomiques, afin d'élaborer une cartographie des restaurants gastronomiques. Son étude comporte également l'analyse d'un restaurant parisien, qui est toujours une institution 20 ans plus tard, l'Arpège d'Alain Passard dans le 7e arrondissement de la capitale. Cette même année, le mémoire de maîtrise intitulé Aspect géographique du restaurant Trois Gros à Roanne de Fanny Berland est la première étude géographique portant exclusivement sur un restaurant situé en province. Ces premiers travaux d'étudiants en géographie sur la thématique des restaurants font alors prendre conscience de l'intérêt de ce sujet. En octobre 1989, est organisé un colloque international qui rassemble, à l'initiative de géographes, une 50aine de communications de chercheurs de différentes disciplines, histoire, géographie, sociologie, etc. Les actes sont publiés en 1990 dans un ouvrage coordonné par Alain Huet-Deland et Jean-Robert Pitt, Les restaurants dans le monde et à travers les âges. Parallèlement, un numéro de la revue Recherches urbaines du Centre d'études des espaces urbains de l'Université de Bordeaux III est consacré la même année aux restaurants traditionnels et aux nouvelles formes de restauration. Au Centre des hautes études touristiques d'Aix-en-Provence, Antoine Bailly et Jean Paelink sont les auteurs d'un numéro des Cahiers du tourisme intitulé Restaurants, espace, temps. En s'appuyant sur les liens entre images mentales et pratiques spatiales, il propose une analyse de restonométrie spatiale visant à évaluer le succès des implantations des restaurants en élaborant des modèles de simulation. Durant les années 1990, cette thématique des établissements de restauration a moins intéressé les géographes français. On peut citer néanmoins quelques travaux universitaires, à l'exemple de l'étude des cafés de Buenos Aires comme des lieux traditionnels de sociabilité urbaine par Guénola Capron, 1997, et des mémoires de maîtrise dirigés par Jean-Robert Pitt sur les lieux de restauration à Tananarive, à Singapour et à Séville. À l'inverse, on observe un intérêt croissant pour cette thématique parmi les géographes anglo-saxons au cours des années 1990. Les travaux de Richard Pillsbury, 1990-1998, sur les restaurants américains apparaissent comme pionniers, tandis qu'un programme de recherche sur les lieux de restauration, Eating Place, est conduit à la fin des années 1990 par une équipe de chercheurs du University College of London, parmi lesquels Ian Cook et Philippe Cran en S', appuyant notamment sur des notions centrales de la New Geography of Food comme la culture de consommation et l'expérience du lieu. Il s'intéresse notamment au rapport entre espace et culture dans l'identité culinaire britannique. Les questionnements autour de l'authenticité et de l'identité des plats servis dans les restaurants indiens de Londres, Cran en 2004, pour une clientèle anglaise, donnent lieu à des travaux inédits sur le rapport entre indianité et britannicité,
May 1996. Cet intérêt pour la thématique des restaurants n'a pas seulement concerné des géographes. Il a également été porté par des chercheurs dans d'autres sciences sociales comme la sociologie et l'histoire. Le French Restaurant a ainsi fait l'objet d'analyses tant historiques, Spang 2001, que sociologiques, Ferguson 1998, aux États-Unis. Au cours de la dernière décennie, de nouvelles perspectives ont été tracées dans l'analyse géographique des restaurants. En 2004, lors du Festival international de géographie dont le thème était Nourrir les hommes, la communication de Jacob Zerch et Florence Smith sur le guide Michelin, un livre de géographie gastronomique, permettait de compléter les travaux réalisés à la fin des années 1980 sur ce sujet. La même année, Olivier Echeverria coécrit un article avec le chef étoilé Michel Bras dans la revue Géographie et Culture sur le goût de l'Aubrac, en montrant la construction d'une restauration qui s'appuie sur les piliers du goût local et qui, dans le même temps, le réinterprète, le recharge, le rénove et l'esthétise en y instillant de la créativité. Les colloques internationaux organisés dans le cadre des entretiens Jacques Cartier ont donné lieu à des travaux originaux sur l'invention des capitales et des régions gourmandes, en 2006, ou encore sur la relation entre patrimoine alimentaire et destination touristique, en 2009, auxquels des historiens, des sociologues, mais aussi des géographes ont collaboré, en analysant notamment le rôle des restaurants dans l'attractivité touristique et dans la politique urbaine à partir d'exemples comme Barcelone, Pierre-Jacques Aulagnier, San Sebastian, Olivier Echeverria, ou encore Montréal, Jean-Pierre Lemasson. Dernièrement, le rôle des établissements de restauration, en particulier des grands restaurants, dans la mise en place d'une dynamique de développement local, a intéressé des géographes du laboratoire Espace Nature et Culture, ENEC, UMR 8185, comme Sylvie Guichard-Anguis et Vincent Marcillac, autour des #. Olivier Echeverria, 2011, dont les recherches dans ce domaine se prolongent dans le cadre du laboratoire Espace et Société, ESO, UMR 6590, sur le rapport entre gastronomie et développement local. L'étude des restaurants est encore un champ de recherche peu exploré par les géographes français, qui ont tout intérêt à se nourrir dans ce domaine des apports conceptuels d'autres disciplines, mais aussi de leurs collègues étrangers, à l'exemple du géographe brésilien Paulo César da Costa Gomes, 2008, dont les travaux sur la mise en scène de l'espace public ont ouvert de nouvelles perspectives dans l'analyse des restaurants selon une approche culturelle. Puisse cet ouvrage contribuer à faire le point des recherches en sciences sociales, et plus particulièrement en géographie, sur les établissements de restauration dans le monde. La première partie de l'ouvrage traite des restaurants luxueux, ces grands restaurants qui aujourd'hui se forgent des réputations parfois mondiales. Si le luxe n'était pas absent des établissements de restauration de l'Antiquité, Badel, c'est le restaurant parisien des années 1760 qui a cristallisé le modèle, Marcillac, qu'on retrouve décliné un peu partout en Europe et spécialement dans la capitale francophone Bruxelles, Chaulier et Vandenberg, depuis le XIXe siècle. La mondialisation des modes, particulièrement active dans le domaine du luxe, qu'il soit alimentaire ou vestimentaire, combinée avec l'essor du tourisme international, a permis au modèle de se projeter hors d'Europe, d'abord dans les riches capitales des pays développés, mais également aujourd'hui dans celles des pays émergents comme le Brésil, Echeverria et Morena de Brito. Dans une deuxième partie, l'ouvrage aborde la question de la restauration populaire. Il faut chercher les origines médiévales des restaurants populaires à Paris dans les débits de boissons, Rambourg. C'est cette filiation qu'on retrouve dans les bistrots et les brasseries, même si ces établissements ont beaucoup évolué au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, au point d'être aujourd'hui les phares d'une certaine gastronomie chic et à la mode pour les premiers, Chemla, et de ne même plus servir de bière pression pour les seconds, Marziou, quand ils ne sont pas intégrés dans une logique de chaîne où innovation et maîtrise des coûts sont les maîtres mots, Swai. Au final, il apparaît que l'adjectif, dans l'expression restaurant populaire, signifie moins aujourd'hui pas cher que dans l'air du temps. Les restaurants de cuisine régionale sont l'objet de la troisième partie. La cuisine de terroir a d'abord été comme l'antithèse de la grande cuisine, et elle n'avait pas sa place sur les tables étoilées. L'essor de la civilisation de l'automobile et du tourisme a fait évoluer la mode, et les auteurs regroupés dans cette partie montrent l'importance du régional voire du local dans l'apparition de modèles aussi divers que la ferme auberge, Mourinho,
ou l'auberge de campagne, Cazenave-Piarot, et la restauration ferroviaire au Japon, Nozawa. Dans les auberges plus ou moins agrestes dont sont si friands les adeptes du tourisme vert de notre pays, comme dans le Shinkansen nippon, la question est bien la même: comment valoriser les produits et spécialités culinaires des régions et concilier développement économique et tradition? La quatrième partie, consacrée aux restaurants cosmopolites, interroge le rôle des établissements de restauration dans l'apparition, non pas d'une world food uniformisée, mais dans la diffusion tout autour du globe de cuisines qui, pour être déracinées, n'en sont pas moins des témoins de ce que la diversité culinaire résiste bien. Ce phénomène s'observe tout spécialement dans des zones certes reculées mais touristiques et frontalières, qui voient passer des hordes de trekkers de toutes nationalités, comme le Ladakh, Guri, ou dans les villes du Golfe, dont le dynamisme économique attire des populations étrangères, aisées ou très pauvres, qui retrouvent sur place leurs habitudes alimentaires dans une offre de restauration multiculturelle revendiquée, faciès-boulanger. À la longue, la présence étrangère va durablement influencer les établissements de restauration d'un pays, comme on l'observe aux Philippines avec la restauration rapide d'inspiration chinoise, Geggen. Enfin, une cinquième partie traite des restaurants communautaires, entendus comme des établissements qui s'adressent à des groupes minoritaires au sein d'un territoire donné. Cette partie interroge le rôle de l'établissement de restauration dans le maintien et l'affirmation d'une identité par une population migrante. On pense d'abord aux colons qui ont apporté dans les pays qu'ils ont conquis des cuisines qui se sont ensuite à la fois transmises et métissées, sur le long terme, comme c'est le cas de la cuisine coloniale d'origine italienne dans le sud brésilien, Vitrolles et Halles, ou encore de l'éclosion récente dans les métropoles de restaurants de cuisine étrangère qui n'ont parfois plus qu'un lointain rapport avec le modèle d'origine. L'exemple du restaurant japonais, dont on compare l'original sur l'archipel, Baumer, et le clone à Paris, Ichikawa, permet d'analyser les ressorts de ces greffes ambiguës dont la clientèle est à la fois locale et nationale, les Japonais à Paris, local, les Parisiens et international, les touristes du monde entier. Un restaurant qui propose une cuisine appréciée d'un nombre toujours plus grand de personnes aux origines de plus en plus diverses, est-il toujours un restaurant communautaire? Bibliographie. Vaillia Paelinck, J. 1990 Restaurant Espace Temps, Les Cahiers du Tourisme, série L, numéro 137, Centre des hautes études touristiques de l'Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, page 1-32. Berland F. 1988, Aspect géographique du restaurant Trois Gros à Roanne, Mémoire de maîtrise en géographie, Université Paris-Sorbonne, non publié. Blanchon F. 1988, Études géographiques des restaurants gastronomiques de Paris, Mémoire de DEA en géographie, Université Paris-Sorbonne, non publié. Capron G. 1997, Les cafés à Buenos Aires, Une analyse historique de la construction sociale et culturelle de l'espace public et de l'urbanité, Géographie et culture numéro 24, pages 29-49. Cook ICRANG P 1996, The World on a Plate. Culinary Culture, Displacement and Geographical Knowledge, Journal of Material Culture numéro 1, page 131-153. Cook ICRANG P. Thorpe Monsieur 1999, Eating into Britishness, Multicultural Imaginary and the Identity Politics of Food, Inès Rosenay, J.C. Moore à dire. Practicing Identities, Power and Resistance, Londres Macmillan, page 223-248. CRANG P. 2004, The Indian Restaurant in London and Mumbai, Food and Mobility Symposium, Centre for Mobilities Research, Department of Sociology, Lancaster University. CSERGO J. Le Maçon J.P. Dire, 2008, Voyage en gastronomie, Paris autrement. Echeverria au Aubrac, Monsieur, 2004, Existe-t-il un goût de l'Aubrac? Géographie et culture numéro 50, page 63-75. Echeverria au Dire, 2011, Le restaurant outil de développement local, Norrois numéro 219. Ferguson, P. 1998, A Cultural Field in the Making, Gastronomie in 19th Century France, American Journal of Sociology, volume 104, numéro 3, page 597-641. Girard, S. 1998, La restauration à Tananarive, Madagascar,
typologie des lieux de restauration et étude des restaurants les plus fréquentés de Tananarive, mémoire de maîtrise en géographie, Université Paris-Sorbonne, non publié. Gomes, page C. d'Acosta, 2008, Scenarios para a Geografia, sobre a espacialidad das imagens suas in Z. Rosendahl et R.L. Correa, dir. Espaço e Cultura Pluralidad de Temática Rio de Janeiro, UERJ, page 187 à 209. HERSCH, J. Smits, F. 2004, Le Guide Michelin, un livre de géographie gastronomique, acte du Festival international de géographie Saint-Dié-des-Vosges. Disponible sur http://archive-fic-st-fic-acte-2004-smiths-article.htm. Consultez le 10 août 2011. HUETZ Delan, A. Pitt, J.R. Dir, 1990, Les restaurants dans le monde et à travers les âges, Grenoble, Glénat. Laborde, P. Dir, 1990, Restaurants traditionnels et nouvelles formes de restauration, Recherches urbaines numéro 3. Marcillac, V. 2002, Séville, capitale des tapas. Acta Geographica numéro 1505, page 50 à 57. Martini, F. 2000, Les restaurants de Little India à Singapour, mémoire de maîtrise en géographie et aménagement, Université Paris-Sorbonne, non publié. May, J. 1996, A Little Taste of Something More Exotic, The Imaginative Geography of Everyday Life, Géographie, numéro 81, page 57 à 64. Ortoli, V. 1984. Répartition des restaurants parisiens et aménagement urbain de la capitale de 1806 à 1984, mémoire de maîtrise en géographie et aménagement, Université Paris-Sorbonne, non publié. Pillsbury, R. 1990, From Boarding House to Bistro, The American Restaurant Then and Now Boston, Unwin Hyman. Pillsbury, R. 1998, No Foreign Food, The American Diet in Time and Place, Boulder, Westview Press. Pitt, J.R. 1991, Gastronomie française. Histoire et géographie d'une passion, Paris, Fayard. Spang, R. 2001, The Invention of the Restaurant, Paris and Modern Gastronomic Culture, Cambridge, Harvard University Press. Chapitre 1, Les restaurants luxueux. Introduction par Vincent Marcillac. 1. Christophe Badel. Scientia Popinet, La restauration à Rome, 2e S. AV. JC 2e S. AP. JC. 2. Peter Schollliers et Steven Vandenberg. Les noms et la table. Les restaurants bruxellois au XIXe et XXe siècle. 3. Vincent Marcillac. Espace et pratique des grands restaurants en France. 4. Olivier Echeverria et Agatha Morena de Brito. Quelle géographie gourmande à Sao Paulo? Localisation et logique de localisation des restaurants étoilés. Introduction. Les restaurants luxueux. Vincent Marcillac. Université Paris-Sorbonne. Restaurants gastronomiques, restaurants étoilés, grands restaurants, restaurants de luxe. Ces expressions sont souvent employées comme étant synonymes, mais elles ne correspondent pas nécessairement au même type d'établissement de restauration. En géographe, on peut penser le restaurant luxueux comme un espace de théâtralité, dont la localisation ne correspond ni à des logiques de proximité, ni à des logiques d'accessibilité, car les clients peuvent parcourir de longues distances pour s'y rendre en fonction de la puissance du marqueur territorial, Bailly et Paelink, 1990. Plusieurs facteurs contribuent à faire du restaurant luxueux un marqueur territorial. Le site privilégié, le cadre somptueux, la qualité du service, mais aussi et surtout la réputation gastronomique construite par les guides et par les clients eux-mêmes. Il apparaît ainsi comme un emblème territorial, signifiant un espace plus vaste, qu'il s'agisse d'une ville, d'une région ou même d'un pays. La pratique de ce lieu s'inscrit dans le jeu du voir et de l'être vu, donnant au scénario gastronomique, Gomes, 2008, une signification sociale et culturelle forte. L'acte alimentaire n'y apparaît pas comme la satisfaction d'un besoin physiologique quotidien, mais il revêt une dimension symbolique faisant du restaurant luxueux un lieu d'exception. Force est de constater que le sens de ces lieux a évolué dans l'espace et dans le temps. Ils sont tantôt associés au raffinement culinaire et aux valeurs de la classe dominante,
aristocratiques ou bourgeoises, tantôt dénoncés comme des lieux de débauche alimentaire, d'excès et de transgression. La perception de ces lieux a suivi celle du luxe dans la société. Condamné dans l'Antiquité comme un facteur de mollesse et de décadence civique et politique, le luxe a été davantage perçu à partir du XVIIIe siècle comme un facteur de progrès social et économique en étant désormais associé au bien-être et au confort. Pour les nouvelles classes dominantes, issues de la bourgeoisie, l'affichage ostentatoire d'un mode de vie luxueux est apparu comme un signe de réussite sociale. L'invention du restaurant, Spang 2001 à Paris s'inscrit dans ce contexte. Si le luxe alimentaire était d'abord cantonné depuis l'Antiquité à la maison aristocratique, l'analyse proposée par Christophe Badel de la Popina romaine, comme lieu de débauche alimentaire associant le luxe à la créativité culinaire, montre que le restaurant luxueux n'est pas une invention moderne. Lorsque le restaurant parisien est apparu dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il est rapidement devenu un modèle, celui du grand restaurant. Vincent Marcillac propose une étude géographique des grands restaurants en France, selon une approche multiscalaire, articulant l'analyse des lieux, des acteurs et des produits. Ce modèle du grand restaurant s'est diffusé en Europe et dans le monde. L'analyse de Peter Chollier et Steven Vandenberg sur les noms des restaurants bruxellois au XIXe et XXe siècle montre le rayonnement de la gastronomie française à Bruxelles, même si son influence a décliné au cours du XXe siècle. Aujourd'hui, le luxe alimentaire n'est plus l'apanage des grandes métropoles des pays du Nord. Des grands restaurants se développent dans les métropoles de pays émergents. À travers l'analyse de la localisation et des logiques de localisation des restaurants étoilés à São Paulo au Brésil, Olivier Echeverria et Agatha Morena de Brito montrent que ces établissements sont principalement situés dans les banlieues résidentielles chics et dans les zones fréquentées par une clientèle touristique nationale et internationale. Bibliographie. HRF Cohen J.L. HAUVUY JC 1987 Luxe Habitat Confort. Les références hôtelières Noisy-le-Grand Institut français d'urbanisme. Vaillia PAELINCK J 1990 Restaurant Espace Temps. Les cahiers du tourisme série L numéro 137 Centre des hautes études touristiques de l'Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille page 1 32. Gomes, page C d'Acosta 2008, Scenarios para a Geografia, sobre a espacialidade das imagens significações, in Z Rosendahl et RL Correa, dir, Espaço e Cultura Pluralidade de Temática Rio de Janeiro, UERJ, page 187 à 209. Marcillac, V. 2011, Le luxe alimentaire français. Histoire et géographie d'une singularité, thèse de doctorat, Université Paris-Sorbonne, non publiée. Pitt, J.R. 1991, Gastronomie française. Histoire et géographie d'une passion, Paris, Fayard. Spang, R. 2001, The Invention of the Restaurant, Paris and Modern Gastronomic Culture, Cambridge, Harvard University Press. San Juan, T. 2003, Les grands hôtels en Asie. Modernité, dynamiques urbaines et sociabilité, Paris, publication de la Sorbonne. CILENTIAPOPINAE. La restauration à Rome, 2e S. AV. JC 2e siècle. AP. JC. Christophe Badel. Université Rennes 2. Le restaurant figure parmi les grands méconnus de la cuisine romaine. Le banquet, appelé opulum ou convivium en fonction de son caractère public ou privé, a polarisé l'attention des historiens fascinés par son luxe, ses excès, sa démesure. Donné par un aristocrate ou un empereur, il plonge aussi l'observateur dans les rituels de la mise en scène du pouvoir, social ou politique. En comparaison, le restaurant paraît bien modeste, sordide même, réservé aux catégories les plus viles de la population, cantonné dans la préparation d'une nourriture grossière, voire répugnante. Il a si peu intéressé les romanistes qu'une seule étude d'ampleur, l'ouvrage de Ton Kleberg, lui a été consacrée, il y a maintenant plus d'un demi-siècle. Ce livre est de grande qualité mais il a paru définitif, surtout parce que son sujet semblait secondaire. Or la complexité des enjeux sociaux liés au restaurant révèle que son rôle n'était ni modeste, ni secondaire. Les mots et les choses. Dès l'abord, l'historien peut s'interroger sur la pertinence du terme restaurant dans le contexte de l'Antiquité romaine.
On sait que le mot n'a acquis son sens actuel, et sa réalité actuelle, qu'au début du XIXe siècle. Une gamme de mots latins est susceptible de désigner les établissements de restauration, et Teckleberg, 1957, l'a analysé avec la finesse d'un philologue. Précisons tout de suite que le terme le plus utilisé dans les ouvrages de vulgarisation, thermopolium, est à bannir absolument. On l'emploie habituellement pour qualifier les bars romains, mais il n'est utilisé que par l'auteur comique Plaute, vers 200 avant Jésus-Christ, sous la forme thermipolium d'ailleurs. Sa racine grecque, qui renvoie à l'idée de chaleur, indique qu'il s'agit d'un néologisme de l'auteur qui s'inspirait d'œuvres grecques et plaçait ses comédies dans un contexte grec. Selon la classification de Teckleberg, le mot copona désignait préférentiellement les hôtels-restaurants, et le mot popina les simples restaurants. L'usage des textes se révèle en fait plus souple, et N. Montex a bien montré que la copona peut pratiquer alternativement des activités de restauration, de débit de vin ou d'hôtellerie, mais il est certain que le terme popina domine le champ lexical de la restauration à Rome. Le savant suédois mentionne aussi taberna, ancêtre étymologique de notre mot taverne, mais le terme en latin classique qualifie la boutique en général. Il n'est donc jamais certain que nous soyons en présence d'un cabaret ou d'un restaurant à moins d'une précision telle que taberna vinaria. Il faut attendre la fin de l'Antiquité pour que la taberna se mue clairement en taverne. Les fouilles archéologiques, spécialement à Ostie et à Pompéi, permettent de donner une réalité matérielle à ces mots. L'archéologue repère le restaurant à la présence d'un comptoir à l'entrée, parfois en équerre, percé de trous pour y installer des amphores. Un chauffe-eau ou des fourneaux, destinés à chauffer l'eau mélangée au vin, sont installés à l'extrémité d'un bras du comptoir, tandis que la plaque de cuisson proprement dite, réservée à la nourriture, est toujours séparée de ce dernier, lorsqu'il y en a une. Lorsqu'il s'agit d'un restaurant, une cuisine et une ou plusieurs salles à manger complètent cette première pièce. Dans les exemples les plus sophistiqués, le plan est similaire à celui d'une domus, une maison aisée, et les salles à manger donnent sur un atrium, une pièce centrale dont le toit est percé d'un trou. Lorsque le commerce se limite à la pièce d'entrée, il s'agirait d'un bar, limité à la vente de boissons, et non d'un restaurant. C'est ce type d'établissement que l'on nomme faussement thermopolium, et que Teckleberg préfère appeler taberna. Nous ne sommes pas certains que les clivages entre les mots comme entre les choses aient été aussi clairs. En effet, les sources d'époque républicaine, particulièrement Cicéron, ne parlent que de vin à propos des popinés comme d'ailleurs des coponae. Le grand orateur aime à décrire ses ennemis intimes, Pison ou Antoine, s'enivrer dans ses établissements. C'est à l'époque impériale que les références à la nourriture se multiplient dans les sources latines. Malgré tout, le vin garde un rôle très important et le juriste Sévérien Paul, vers 200 après Jésus-Christ, décrit essentiellement des vases et amphores lorsqu'il passe en revue l'équipement d'une copona. Il nous semble donc que la popina et la copona servaient essentiellement du vin à l'origine et que le service de restauration se soit développé peu à peu sous l'influence de l'expansion urbaine de Rome. Dans les immeubles de rapport, les petits appartements ne possédaient pas de cuisine et les pauvres en étaient réduits à se nourrir à l'extérieur, ou à faire venir des plats cuisinés. Un nouveau marché s'ouvrait aux bars romains. Dès lors, il nous paraît injustifié de tracer une frontière nette entre le bar et le restaurant romain, et le second pouvait facilement redevenir le premier, nous le verrons bientôt. De fait, les modalités concrètes de ce service alimentaire se révélaient variées et ne se traduisaient pas forcément par l'entrée du client dans l'établissement. Les restaurateurs pouvaient faire livrer des plats cuisinés à domicile, et le poète Horace plaint les convives à l'estomac maltraité qui préféreraient même faire venir de la nourriture bouillante des tavernes grasses. Selon le témoignage de Sénèque, les tenanciers des tavernes, des popinarum institutor, des esclaves en général, parcouraient les termes qu'ils assourdissaient de leurs cris. Venaient-ils rabattre les clients pour aller dîner dans les popinés après le bain? Ou plus simplement vendre des plats préparés dans le restaurant? Les deux situations pouvaient sûrement se présenter, mais l'existence des vendeurs ambulants n'est pas contestable. Pour ridiculiser un adversaire, le poète Martial le compare à un gargotier enroué promenant à la ronde des saucisses fumantes venues des popinés. En ce premier siècle de l'Empire, les restaurants s'étaient bien imposés dans le paysage urbain et social de Rome.
Le clivage avec le banquet aristocratique. Quel que soit le terme latin employé, les sources romaines de toute façon tiennent le même discours sur les établissements de restauration et ce discours est empreint de mépris. Il a fortement marqué l'historiographie moderne, qui s'en est fait l'écho fidèle. Les cabarets ou tavernes, pour reprendre les mots français choisis par les traducteurs, sont des lieux malfamés fréquentés par la lie du peuple, esclaves, matelots, souteneurs. Le personnel ne vaut pas mieux, car les aubergistes sont des fripouilles et les servantes des prostituées. En la matière, les femmes remportent haut la main la palme de l'horreur puisque les cabaretières se révèlent d'horribles sorcières. Un conte du romancier Apulée, vers 150 après Jésus-Christ, nous présente ainsi les méfaits d'une aubergiste qui transforme un rival en grenouille et un amant infidèle en castor, qui se tranche les parties génitales pour éviter d'être capturé à en lire les Romains. Pourtant, deux faits ne sont pas en concordance avec cette présentation si calamiteuse. Les propriétaires d'auberges, sinon les gérants, pouvaient faire partie de l'élite sociale puisque l'empereur Tibère leur interdit de porter l'anneau d'or, réservé aux chevaliers romains, le deuxième groupe de l'aristocratie romaine. Une telle mesure révèle que certains d'entre eux pouvaient faire fortune mais aussi acquérir assez d'honorabilité pour tenter d'intégrer les rangs de l'aristocratie, fût-ce de manière illégale. Le terme utilisé par Pline, institor, peut surprendre puisqu'il désigne normalement les tenanciers serviles et non les propriétaires, seuls susceptibles de s'enrichir et de prétendre à l'ordre équestre. Mais son choix s'explique évidemment par son caractère péjoratif et la volonté de discréditer socialement ces entrepreneurs. Il n'est pas impossible que certains propriétaires aient commencé leur carrière comme institors, ce qui faisait planer sur l'ensemble du groupe le soupçon de naissance servile, théoriquement incompatible avec la dignité équestre. D'autre part, nous connaissons de nombreux exemples d'aristocrates, incluant des sénateurs, fréquentant Popina et Copona. À l'époque de Cicéron, ses ennemis Pison et Antoine, deux consuls, le faisaient, nous l'avons vu, et leur contemporain, l'historien et homme politique Salluste, fut l'objet des mêmes accusations. 2 siècles plus tard, le poète satirique Martial brocarde un millionnaire qui laissa toute sa fortune, 10 millions de sesterces dans la fréquentation des tavernes. Au IIe siècle, les œuvres de l'Africain Apulée sont truffées de références à des notables clients réguliers de ces établissements, tel l'un de ses adversaires à son procès, Crassus. Assurément, ces références sont pratiquement toutes négatives et prennent le plus souvent le visage d'une accusation, mais doit-on pour autant nier la réalité sociale du phénomène ? En histoire sociale, un discours dépréciatif ne prouve pas l'inexistence d'une pratique mais révèle plutôt qu'elle était contraire aux normes sociales du temps, ce qui n'est pas la même chose. De fait, pour la morale traditionnelle des aristocrates romains, un trait apparaissait inacceptable dans le fonctionnement des restaurants. Les groupes sociaux se mélangeaient sans respect des hiérarchies ainsi que le révèle le portrait écœuré que dresse Juvénal, autre poète satirique contemporain de Martial, du noble Lateranus allongé dans une popina entre un bourreau et un croque-mort. Il ne faut évidemment pas prendre l'image au pied de la lettre, et l'élite devait fréquenter les restaurants haut de gamme, ceux dont le plan copiait celui des domus aristocratiques. Martial nous révèle sous quel nom les Romains désignaient les établissements de standing, lorsqu'il se plaint que son ami Danto refuse ses invitations à dîner pour aller manger dans une maison à la table plus somptueuse et abondante. Il compare cette demeure à une popinadive, un riche restaurant. Riche restaurant ou pas, le message social de la satire de Juvénal est clair. Le restaurant s'opposait au banquet aristocratique, pétri de conventions sociales, à la fois symbole et moyen de supériorité sociale. Lorsque Cicéron déclare qu'Antoine a transformé son triclinium, salle à manger, en popina, c'est bien cette rivalité profonde qu'il souligne. Cette formule se retrouve exactement identique dans une lettre attribuée à l'empereur Septime Sévère, 193 à 211, par un biographe du IVe siècle, à propos de la discipline relâchée des tribuns de l'armée des Gaules. La tension sociale que révèlent ces textes n'aurait pas existé si cette fréquentation n'avait pas été courante. Le restaurant était bien un lieu de mixité sociale, ce qui posait problème à la morale aristocratique dominante. À l'époque impériale, les rumeurs et anecdotes sur les souverains exploitèrent cette tension en les accusant régulièrement de fréquenter les popinés, à tort ou à raison. Une notation concernant l'empereur Lucius Verus, frère adoptif et associé de Marc Aurèle, 161 à 169,
apparaît particulièrement significative. L'Histoire Auguste, recueil de biographies de la fin du IVe siècle, l'accuse d'avoir installé dans le palais une popina, où il se rendait en sortant du banquet partagé avec son frère et co-empereur, Post Convivium Marci. Verus avait-il ouvert un restaurant sur la colline impériale du Palatin? Certes non. Mais il devait retrouver des amis dans une salle du palais pour des agapes détendues et informelles, à l'opposé du fonctionnement protocolaire et hiérarchisé du banquet impérial. Et ce mode de convivialité apparut comme l'exacte réplique de la popina aux yeux du biographe de l'Histoire Auguste, ou de la source contemporaine qu'il recopia. Par la suite, il attribue la même conduite à Commode, fils de Marc Aurèle associé au trône après la mort de Verus, dans le même jeu d'opposition puisqu'il précise bien qu'il le fit du vivant de son père. Au sein même du palais, la popina venait défier le convivium. Un foyer de créativité culinaire. Mais pourquoi diable beaucoup d'aristocrates allaient-ils dans les restaurants, si la morale dominante le réprouvait? C'est qu'ils devaient y trouver une satisfaction personnelle où la nourriture jouait un rôle primordial, mais non unique puisque les filles et le jeu étaient aussi au rendez-vous. Une telle question pose évidemment celle de la qualité culinaire des mets servis. Sur ce sujet, les historiens modernes ont émis un jugement nuancé, insistant sur la variété des plats, mais leur impression générale est tout de même que ces plats étaient simples et peu raffinés. Les historiens actuels de la gastronomie romaine ignorent les restaurants et font du banquet, encore une fois, le lieu de la créativité culinaire à Rome. Bien évidemment, beaucoup de restaurants servaient des plats grossiers et le poète Horace ne se prive pas de dénoncer les popinées crasseuses, immundées, ou grasses, unctae, adjectifs ne plaidant pas pour la qualité de leur nourriture. Pourtant, d'autres indices convergents attestent du raffinement des mets servis par certaines popinées, sinon toutes. Martial n'hésite pas à comparer la table somptueuse d'une grande maison à celle d'une riche popina, nous l'avons vu. De fait, les Romains allaient prioritairement au restaurant pour manger ce qui leur paraissait le plus délicieux, les viandes et les pâtisseries. Lorsque le juriste Paul, déjà cité, décrit le personnel d'une copona, la seule employée spécialisée est la femme qui apprête les viandes, focaria. Non seulement, cette nourriture pouvait être de qualité mais même luxueuse, comme l'attestent les mesures somptuaires décidées par les souverains du début de l'Empire. Destinées à maintenir les traditions austères des ancêtres, des lois somptuaires furent votées au IIe siècle avant Jésus-Christ, afin de limiter le luxe dans tous les domaines, dont l'alimentation. À cette époque, seuls les banquets étaient concernés, ce qui ne saurait étonner puisque selon notre hypothèse, les popinées n'étaient alors que des débits de vin. En revanche, sous l'Empire, les souverains tournèrent leur action vers les restaurants qui devinrent la cible principale de la politique somptuaire en matière alimentaire. Entre Tibère et Néron, 14 à 68, tour à tour les pâtisseries, l'eau chaude que les Romains mélangeaient au vin et les plats de viande furent interdits aux restaurants. Une telle politique prouve à l'évidence que les popinées étaient devenus l'un des foyers du luxe alimentaire à Rome. Pourquoi tant de haine, se sont demandé les historiens modernes? Outre la dimension morale déjà mentionnée, Teckleberg a insisté sur les aspects politiques, peur des complots et volonté de réforme sociale. Les restaurants auraient été un lieu d'agitation politique et de corruption sociale, que le pouvoir aurait voulu annihiler. À la vérité, rien dans les sources ne vient confirmer une telle hypothèse. Lorsque Suétone relate ces mesures dans ses vies de Tibère et de Néron, il les place uniquement dans le cadre de leur politique de répression du luxe, au même titre que la lutte contre les prix trop élevés des jeux, des meubles ou des banquets publics. Les problèmes d'ordre public liés au restaurant ne ressortaient ni du complot ni de l'émeute, comme le révèle le Digeste, compilation juridique des constitutions impériales. À propos des restaurants ou hôtels-restaurants, il emploie presque uniquement le seul terme de copona, sa préoccupation principale se porte sur le vol des effets des clients. Pareillement, le Digeste n'évoque pas les problèmes d'incendie qui auraient aussi pu motiver un contrôle strict, et les popinées d'ailleurs n'étaient pas soumises à l'autorité du préfet des vigiles, mais à celle des édiles. La démarche impériale était bien de nature morale, et l'acharnement du pouvoir confirme notre hypothèse du caractère relativement récent des restaurants. Leur luxe alimentaire était d'autant plus choquant, au contraire des banquets. À en croire les fouilles de Pompéi, il semble que les interdictions aient été respectées au moment de leur proclamation.
E.S. Salza Prina Ricotti remarque en effet que les établissements de la ville, détruite en 79 après Jésus-Christ, présentent une installation très sommaire, réduite à une petite pièce et à des réchauds rudimentaires. Elle en déduit que les prohibitions impériales avaient entraîné la fermeture des cuisines et des pièces de réception, les gérants se concentrant essentiellement sur l'offre de boissons. Par ces remaniements spatiaux, les restaurants s'étaient transformés en bars, preuve de la plasticité de ces installations et de l'absence de frontières nettes entre les deux types d'établissements. En revanche, la ville d'Ostie, qui continua son existence jusqu'à la fin de l'Antiquité, offre des structures plus complexes mais dont aucune ne remonte avant le début du IIe siècle. À partir des Antonins, la politique de persécution des restaurants aurait donc été abandonnée ou n'aurait plus été appliquée. Aussi bien, l'existence de ces établissements commençait à être ancienne et les Romains avaient dû s'habituer à leur raffinement alimentaire. La rivalité banquet-restaurant se situait donc autant sur le plan gastronomique que sur le plan social. Dans les auberges les plus huppées, Popina d'Yves, dont le plan était celui d'une domus, les gens aisés, voire les aristocrates, pouvaient dîner dans les mêmes conditions que dans celles des banquets. Pour désigner le repas pris dans les restaurants, les auteurs latins emploient le mot cena, terme désignant normalement le dîner du soir pris à la maison, le plus élaboré. Dans les établissements modestes, les clients mangeaient assis sur des chaises, ce qui explique l'expression méprisante de Martial sur les cellariolae popinae, chaise se dit cella en latin. Mais dans les riches restaurants, les convives pouvaient manger couchés comme dans les banquets. Et comme pour les banquets, le repas était précédé d'un bain qui ouvrait normalement le temps quotidien du délassement pour les Romains. C'est pourquoi les restaurants étaient souvent concentrés autour des thermes, où les aubergistes envoyaient leurs employés vendre leur production ou faire la réclame avant le dîner. Dans un tel contexte, d'un point de vue matériel, rien ne distinguait le repas pris dans une popina du banquet donné dans une maison aristocratique. Ce repas était aussi un banquet, si ce n'est que son déroulement n'était pas conforme aux valeurs aristocratiques. La qualité culinaire de certains restaurants, sinon de tous, était si évidente aux yeux des Romains que le terme popina prit rapidement le sens métaphorique d'excès alimentaire, de bonne chère, de raffinement culinaire. De toute évidence, le sens concret a précédé ce sens métaphorique puisque Plaute, à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, emploie le terme pour désigner des restaurants. Au cours du IIe siècle, en revanche, le sens métaphorique émerge, comme le révèlent deux extraits de discours conservés par le compilateur d'époque impériale, Aolugel. La popina, la débauche alimentaire, est associée à la luxuria, la pratique du luxe, ainsi que le montre l'expression railleuse d'un partisan des lois somptuaires sur les préfecti popinae atque luxuriae, les préposés à la débauche et au luxe. Dès lors, les deux sens coexistèrent et il s'avère parfois difficile de les distinguer. Du coup, le terme popina au sens métaphorique peut figurer dans un texte mentionnant un convivium, pourtant le foyer opposé du plaisir culinaire. Lorsque Sénèque le rhéteur, père du philosophe, décrit les festins raffinés des triumvirs, delicata convivia, il déclare que leur popina, c'est-à-dire leur table somptueuse ou leur raffinement alimentaire, s'enrichit du tribut de l'univers. Un tel jeu de référence n'aurait pas été possible si la popina n'avait été qu'un McDo romain. Renvoyant au luxe alimentaire, la notion de popina était tout autant associée à la créativité gastronomique, démarche tout aussi scandaleuse aux yeux d'un Romain attaché aux traditions austères des ancêtres. À plusieurs reprises, le philosophe Sénèque sous le règne de Néron parle de popina à propos de nouvelles pratiques alimentaires qui lui semblent évidemment scandaleuses. L'association des crustacés et des poissons, le plaisir de voir mourir le poisson avant de le manger, l'approvisionnement en volaille chez les Parthes en Iran. Dans ces passages, il semble que le terme soit à prendre au sens métaphorique. On ne peut donc savoir si ces banquets, car il évoque bien des banquets concrets, ont eu lieu dans une maison aristocratique ou un riche restaurant. Mais la distinction s'avère finalement secondaire pour notre propos. Si le sens métaphorique comprenait l'idée d'invention culinaire, c'est que les bons restaurants devaient la pratiquer. Lorsque Sénèque estime qu'Apicius, le prince des gastronomes romains, fut un professeur de la science de la popina, scientiam popinae professus, il faut évidemment comprendre qu'il enseigna la débauche alimentaire, non qu'il tenait un restaurant. Maniant la dérision, le penseur compare Apicius à un maître de philosophie,
le terme scientia désignait le savoir dans le vocabulaire philosophique, dont il dénonce l'enseignement pernicieux. Mais cette association témoigne avec éloquence du raffinement et de l'inventivité des restaurants romains. Bibliographie. Aubert J.J., 1994, Business Manager in Ancient Rome. A Social and Economic Study of Institutor 200 BCAD 250, Leid New York Cologne Brill. Corbier, Monsieur, 1989, Le statut ambigu de la viande à Rome, Dialogue d'histoire ancienne, numéro 15, page 107 à 158. Corbier, Monsieur, 1996, La fève et la murène, Hiérarchie sociale des nourritures à Rome, J.L., Flandrin, Monsieur Montanari, Dire, Histoire de l'alimentation, Paris, Fayard, 1996, page 215 à 236. Coudry, Monsieur, 2004, Loi et société, La singularité des lois somptuaires de Rome, Cahier du Centre Glotz, numéro 15, page 135 à 171. DAUSTER, Monsieur 2003, Roman Republican Somptuary Legislation, in C. de Roux, Dire, Studies in Latin Literature and Romance History, 11 Bruxelles, Col. Latomus numéro 272, page 65 à 93. De Mougin, S. 1984, De l'esclavage à l'anneau d'or du chevalier, in C. Nicolet, Dire, Désordre à Rome, Paris, publication de la Sorbonne, page 217 âme 242. De Mougin, S. 1988, L'ordre équestre sous les rouliaux claudiens, Rome, collection de l'École française de Rome numéro 108. Ellis, 16 Jr., 2004, The Distribution of Bar at Pompeii, Archaeological Spatial and Viewed Analyse, Journal of Roman Archaeology, 17, page 371 à 384. KAJANTOI 1969 Balnéa, Vina, Venu, Inji Bibo, Dire, Hommage à Marcel Renard de Bruxelles, Col. Latomus numéro 102, page 357 à 367. KLEBERG, T. 1957, Hôtel, restaurant et cabaret dans l'Antiquité romaine, Uppsala, Almqvist et Wixels. KLEBERG, T. 1969, Römische Weinstuben, Altertum numéro 20, page 146 à 161. LONARDI, A. 2007, Alimentazione e Banchetto, Le Legisantuari di Silla e Cesare in Bortolin, Apistellato, Dire, Alimentazione e Banchetto, Venige, Universitas a Foscari, page 71 à 88. Montex, N. 2007, Coponae, Popine et Thermopolia, De la norme littéraire et historiographique à la réalité pompéienne, Inel Barnabei, Dire, Contributi di Archeologia Vesuviana 3 Rome, Lerma di Brettschneider, page 117 à 128. Roller, Monsieur 2006, Dining Posture in Ancient Rome. Bodies, Value and Status, Princeton Oxford, Princeton University Press. Saglio, E. 1926, Copona, Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, I5, Paris Hachette, page 973 à 974. Salza Prima RICOTTI, ES, 1987, Alimentazione, Sibi Tavola e Cucinenellea Imperial, Inse Cercier, Dire, L'alimentation nel mondo antico. I Romani, Rome, AAVV. IPZS, page 71 à 132. Van Andringa, W. Dire, 2007, Sacrifice, Marché de la viande et pratiques alimentaires dans les cités du monde romain, Food and History numéro 5. Les noms et la table. Les restaurants bruxellois au XIXe et XXe siècle. Peter Schollliers. Vrije Universiteit, Bruxelles, Belgique. Steven Vandenberg. Vrije Universiteit, Bruxelles, Belgique. Le restaurant moderne est-il une invention parisienne? Les historiens français le prétendent. Ils sont contredits par des collègues britanniques et suisses qui signalent l'existence, au XVIIIe siècle, de tavernes londoniennes et de Bernet Gasthauser. Il s'agissait de lieux de rencontres publiques huppés, où l'on dînait fastueusement et à propos desquels on jasait beaucoup en petit comité. Paris ne connaissait pas ce genre de maison à cette époque. Elle avait ses traiteurs, estaminets et cafés où il était possible de manger. Cependant, l'Europe tomba vite sous le charme des restaurants de luxe parisiens Spang 2001 Drouard 2005. Un élément déterminant explique le succès culinaire français, l'interaction souple de trois protagonistes, à savoir le cuisinier, le dîneur et l'écrivain, qui constituent véritablement un tiercé gagnant.
Ils forment une chaîne qui fait et défait les réputations culinaires. Si l'un des maillons est faible ou vient à manquer, le restaurant, le quartier, la ville, la région ou le pays ne figureront pas sur la carte de la gastronomie. Le cuisinier était un professionnel qui devait affronter la concurrence de ses collègues, dans un monde que les corporations ne régissaient plus. Il ne pouvait donc se contenter de faire du bon travail, mais devait se distinguer par la spécialisation et l'innovation. Le dîneur était un riche bourgeois qui voulait souligner sa réussite par une consommation agréable et démonstrative, et qui recherchait ce qui sort de l'ordinaire. L'écrivain était entre autres un journaliste qui conseillait les dîneurs sur ce qu'il fallait manger et où le manger, fixant ainsi des codes et diffusant ceux-ci. On notera que le cuisinier et le dîneur étaient aussi écrivains. Le premier rédigeait des menus, des enseignes et parfois des livres de cuisine. Le second écrivait des lettres, des romans et des critiques. Les écrivains étaient toujours des dîneurs et parfois des cuisiniers. Les cuisiniers, les dîneurs et les écrivains abondaient en France au XIXe et XXe siècle. Le jeu de ce trio amena 3 vagues très importantes de renouveau. À chacune d'elles est associé le nom d'un grand cuisinier et auteur, Marie-Antoine Carême 1784 à 1833, Auguste Escoffier 1846 à 1935 et Paul Bocuse 1926, 3 Français qui ont conçu et décrit une nouvelle cuisine. La réputation de ces nouvelles cuisines a dépassé les frontières de la France. Carême, Escoffier et Bocuse ont non seulement cuisiné hors de France mais ont aussi été abondamment commentés et copiés en dehors de celle-ci. Les historiens considèrent que le type du restaurant d'élite s'est diffusé progressivement depuis Paris, dans toutes les contrées du monde. Par exemple, Pitt 1991, page 149 à 155. L'artisan de cette diffusion fut le cuisinier voyageur qui, au départ de la France, conquit l'Europe et le monde. Par exemple, Teutberg 2003, page 282 à 283. Le présent article se penche sur la diffusion de la culture du manger en Europe au XIXe et XXe siècle. Il s'interroge sur la relation simple qui existerait entre le cuisinier français et une cuisine de restaurant quelque part en Europe. Le fait que ce cuisinier ouvre un restaurant à Berlin par exemple, ne suffit pas pour introduire la haute cuisine française dans cette ville. Le processus fut bien plus complexe et supposait l'existence d'un public intéressé et ayant les moyens, d'une équipe exercée de cuisiniers et de personnel de salle, de critiques et d'observateurs. La présente contribution examine le rôle de ce tiercé gagnant dans le développement et la diffusion de la culture du manger. Son objet d'étude est Bruxelles. Cette ville est située à quelques centaines de kilomètres de Paris. Une liaison ferroviaire existe entre les deux villes depuis 1847. Elle a fait partie de l'Empire français pendant 18 ans, 1796 à 1814. Elle est devenue en 1830 la capitale d'un nouveau pays réunissant des régions très différentes du point de vue de la langue, de l'économie, de la culture, de la politique, et elle a accueilli de nombreux migrants temporaires ou définitifs venus de France, d'Allemagne, de Grande-Bretagne et après 1950, de dizaines d'autres pays. Ceci fait de Bruxelles un terrain d'enquête pertinent. Dans quelle mesure cette ville s'est-elle appropriée dans la pratique et dans les discours, la haute cuisine, et a-t-elle su se forger et conserver une identité distincte ? L'étude de la diffusion culturelle est une chose complexe. Nous mettons l'accent dans cet article sur une approche par le discours culinaire. En cela, nous suivons notamment Pascal Horry, 1998. Cet auteur souligne l'importance du discours dans l'élaboration de la culture du manger française. Il étudie des livres de cuisine, des traités philosophiques sur la nourriture et des critiques de restaurants. Nous nous focaliserons, quant à nous, sur les noms des restaurants et sur les critiques. L'intérêt porté au nom des restaurants demande quelques explications. À première vue, ces noms ne semblent pas pouvoir apporter grand-chose puisque ce sont les restaurateurs qui en décident. Nous pensons malgré tout qu'ils reflètent la nature des établissements, et même d'autres changements de société. Sans doute, le nom du restaurant ne reflète-t-il pas nécessairement la cuisine qu'on y prépare ? Qu'un restaurant bruxellois ait pour nom aux Parisiens ne signifie pas qu'on y mange à la mode parisienne, tandis qu'au vieux Bruxelles, on peut fort bien servir la meilleure cuisine française. Il est néanmoins parfaitement judicieux d'étudier ces noms. Ils sont le premier contact avec un restaurant, donc littéralement une enseigne, et ils évoquent une image culinaire.
Nous pensons donc que les noms des restaurants sont révélateurs de l'ambition du propriétaire ou du cuisinier, et de ce qui sera servi à leur table. Mais nous ne traiterons pas ce dernier point dans le présent article. Ce texte s'inscrit dans l'étude du développement de la culture, du manger, en Europe, en s'intéressant à la construction d'identités internationales, nationales et régionales, construction dans laquelle les processus interactifs entre émetteurs et receveurs, en ce qui concerne les pratiques et les discours, jouent un rôle central. D'abord provincial, mais rapidement international. Aux environs de 1800, la petite ville animée de Bruxelles était le chef-lieu d'un département, dont l'industrie était en plein épanouissement et le commerce actif, et le siège d'autorités locales et régionales. Après 1820 s'ouvrit une période faste. Hommes d'affaires, financiers, directeurs, administrateurs, actionnaires et entrepreneurs voyaient leurs investissements dans toutes sortes d'entreprises rapporter, bien que les faillites ne manquassent pas. Après 1830, lorsque Bruxelles devint une capitale à plein temps, politiciens, hauts fonctionnaires, notaires et autres gens influents s'installèrent dans la ville. La cour et le gouvernement attiraient les ambassadeurs, les lobbyistes et les militaires de haut rang. Les artistes reçurent mission de donner forme et couleur à la Belgique toute neuve. Ce milieu bourdonnant des élites économiques, politiques et culturelles constituait le terreau rêvé pour une consommation de luxe affichée, qui confirme les statuts, établit des frontières sociales et crée des goûts nouveaux, de nouveaux comportements et de nouveaux codes. Ceci n'a jamais changé par la suite. La ville attirait en outre beaucoup d'étrangers. Militaires, diplomates, réfugiés, financiers, entrepreneurs et artisans venus d'Angleterre, d'Allemagne, de Pologne, des Pays-Bas et de France. Initialement, ils n'étaient pas nombreux, mais leur nombre ne cessa d'augmenter pour constituer à partir des années 1980 un quart de la population bruxelloise. Au XIXe siècle, les Français formaient le groupe le plus nombreux. En cas de troubles politiques et sociaux, ils fuyaient leur pays et cherchaient asile dans la tolérante et peu coûteuse Belgique. Ils y publiaient des journaux, instituaient des salons politiques et littéraires, organisaient des bals et mangeaient sans mesure. Cela ne passait pas inaperçu, comme en témoigne la citation suivante. Dans l'été de 1852, Alexandre Dumas donna une soirée splendide dont tout Bruxelles s'entretint et qui fit un tapage énorme. Immense et immense, 1882, page 476. Le caractère international de Bruxelles s'est sans cesse développé. Citons deux manifestations très significatives de ce phénomène. La ville a organisé pas moins de 5 expositions universelles, 1888, 1897, 1910, 1935 et 1958, et accueille les institutions de la Commission européenne depuis 1968. Des dizaines de milliers d'étrangers, aisés pour la plupart, ont visité Bruxelles et se sont informés sur ses curiosités, ses musées et ses bonnes tables. Les Belges et les étrangers ont élevé la vie mondaine bruxelloise du niveau provincial au niveau européen. Un historien français en témoigne vers 1850. L'élégance française, la richesse et le confort anglais ont succédé dans la vie privée à la régularité sévère et à l'ordre minutieux des anciennes familles. Immense et immense, 1882, page 165. Les lunchs, déjeuners et dîners au restaurant faisaient partie de cette vie. Ceci se traduisit en termes économiques, par une forte demande de repas dans des restaurants chics. Tout comme d'autres villes, Bruxelles comptait avant 1800 des auberges, des cabarets et des hôtels où l'on pouvait manger, mais ce n'est pas de tels endroits qu'il est question dans cet article. On trouve la trace d'un premier restaurant français dans... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.